aujourd'hui, on va parler de l'Afrique avec Niagalé Bakayoko. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et directrice de l'African Sector Network. Et on va donc parler notamment du Sahel, qui est votre secteur de spécialité. Un coup d'État au Mali, est-ce que c'était inéluctable? Est-ce que ce coup d'État vous semble être accepté par la population, comme ceux qui sont au pouvoir le disent? On a toujours un peu tendance, bien sûr, dans le monde occidental, à voir les coups d'État comme étant des reculs, des régressions démocratiques, mais apparemment, ce n'est pas tout à fait le sentiment de la population au Mali à l'heure actuelle. Alors d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Pour répondre à votre première question, à savoir si ce coup d'État était attendu, il y avait depuis le début du mois de juillet un certain nombre de rumeurs faisant état de la préparation d'un coup de force sans que l'on sache exactement de qui viendrait l'initiative, parce que ce qu'il est important de percevoir est le fait que l'armée malienne, comme la plupart des armées africaines d'ailleurs, ne sont pas des appareils monolithiques. Elles sont traversées de courants à la fois corporatistes ou liés à certains éléments de la classe politique, voire articulés autour de différents réseaux dans la chaîne de commandement. C'est ce qu'on avait vu notamment en 2012. Donc, ce qui s'est produit finalement, c'est qu'il semble que l'une des initiatives visant à prendre le pouvoir a pris le pas sur les autres, ce qui, pour l'avenir, va poser la question de l'unité qui pourra être conservée par la junte actuellement au pouvoir. Pour ce qui est de son acceptation par la population, en effet, ce coup d'État a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, mais comme beaucoup d'autres, je dirais, la question est de savoir si le soutien populaire que l'on a pu constater va se prolonger dans le temps, puisque ce qu'il faut préciser est le fait que cette intervention des militaires dans la sphère politique a été présentée par les principaux acteurs, non pas comme un coup d'État, mais comme l'accompagnement par les acteurs militaires de la révolution populaire qui avait été enclenchée par le mouvement du M5 RFP. Or, les dissensions au sein de ce mouvement laissent penser que le soutien est en passe de s'effilocher au fil du temps. La France était présente militairement depuis 2013. Est-ce qu'il est possible que la France n'ait pas été au courant que quelque chose se tramait? Est-ce que donc grosso modo ce coup d'État s'est fait un petit peu en liaison, du moins que les Français ont été avertis, ou est-ce qu'ils ont été par surprise de ce coup d'État? Alors, c'est une très bonne question que peu osent formuler de cette façon, d'une façon aussi directe. Je pense qu'étant donné l'ampleur du dispositif diplomatique, mais également militaire que la France a déployé au Mali, il serait étonnant que si des bruits de coup d'État ont circulé dans des réseaux très élargis, y compris parmi les chercheurs ou parmi les acteurs médiatiques, il serait étonnant que la France n'en ait pas entendu parler. Après inquiétant, savoir, voire inquiétant, absolument. Après savoir si il y a des liens que l'on doit faire, ça, malheureusement, je n'ai pas d'éléments pour le dire. Alors maintenant, il y a tout un débat sur la transition, avec une pression de la CEDEAO pour que la transition soit la plus courte, que ce soit des civils. Comment voyez-vous? Est-ce que vous pensez que ceux qui ont pris le pouvoir veulent le garder, ou est-ce qu'ils sont vraiment en mission et qu'ils vont On a quand même le sentiment, vu la composition quand même des derniers organismes, que les militaires ont un rôle prépondérant et qu'ils se projettent pour une période un peu plus longue que ne le voudrait l'entourage africain ou le reste de la communauté internationale. Alors effectivement, on est aujourd'hui dans un jeu de négociation extrêmement fin, je trouve, entre les acteurs maliens à l'échelle nationale, entre différentes mouvances politiques et militaires, mais également, en effet, le rôle de la communauté internationale
à commencer par la CEDEAO, est absolument majeur dans la solution institutionnelle qui va être trouvée. C'est-à-dire que ont eu lieu à l'initiative de la junte des consultations très larges auxquelles ont pris part un grand nombre d'acteurs maliens, qui a abouti à la rédaction d'une charte de la transition qui faisait la part belle aux militaires qui par ailleurs avaient adopté un acte fondamental qui cohabite avec la Constitution de 1992. Mais on s'aperçoit que les exigences de la CEDEAO, qui a mis le pays sous sanction immédiatement, vont imposer à cette junte justement de cohabiter avec des civils, mais également de renoncer à un certain nombre de prérogatives. Il semble qu'un compromis a été trouvé dans un premier temps, puisque c'est un ancien militaire en retraite, donc avec un statut civil actuellement, qui vient d'être désigné comme président de transition en la personne du président Mbandao. Mais on voit très bien que la volonté, notamment du vice-président Assimi Goïta, de pouvoir prendre cette fonction en cas de défaillance du président, ou encore la volonté de conserver le CNSP pendant toute la durée de la transition, se heurte aux exigences de la CEDEAO. Mais je pense qu'il est très important de mentionner le fait que la CEDEAO ne doit pas être vue comme un acteur unitaire là non plus, y compris en raison des textes qu'elle promeut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux types de légitimité qui sont aux prises. La légitimité des chefs d'État qui font valoir de manière extrêmement ferme qu'ils n'accepteront pas un coup d'État et qui se réfèrent pour cela au texte de 1999 ou de 2001. Mais à cette volonté de fermeté est opposé le fait que les chefs d'État les plus insistants sont précisément le président de Côte d'Ivoire et le président de Guinée, qui eux-mêmes concourent pour des troisièmes mandats, ce qui est considéré comme violant les dispositions constitutionnelles par certains. C'est pour cela que d'autres, au Mali, leur opposent la notion de CEDEAO des peuples, qui figure également dans les textes depuis une dizaine d'années. Alors, il y a deux phénomènes par rapport à ce que vous voulez dire. Effectivement, le fait que il y a au Côte d'Ivoire, donc en Guinée, des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir et qui triturent un peu la Constitution pour le faire. Mais en même temps, le fait que la CEDEAO ne laisse plus passer les coups d'État, c'est pas tout à fait nouveau. C'est une tendance qui existe déjà depuis plusieurs années, mais c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus affirmé. Alors même si ceux qui sont là ne sont pas toujours vertueux, mais au moins ils font pas les coups militaires, mais il y a quand même une sorte de surveillance politique par rapport aux transitions de pouvoir qui n'existaient pas. Est-ce que vous pensez quand même que les organismes interafricains sont plus sourcilleux qu'auparavant par rapport au respect des principes, notamment sur la démocratie et la transmission par les urnes du pouvoir ? Alors moi, je ne dirais pas cela parce que la CEDEAO, notamment, a été la première organisation à se doter de mécanismes lui permettant d'intervenir dans les questions de sécurité. Il faut rappeler que la CEDEAO, à l'origine, est une organisation à vocation économique qui s'est dotée, dans le courant des années 90, d'une force d'intervention, puis de mécanismes de gestion et prévention et résolution des conflits, alors même qu'elle devait faire face au conflit sanglant de la rivière Mano, avec le conflit au Libéria, le conflit en Sierra Leone, avec les ramifications de ces deux conflits en Guinée, puis en Côte d'Ivoire. Et très vite, la CEDEAO a réussi à s'imposer, mais notamment parce qu'en son sein, il y avait des États extrêmement puissants, à commencer par le Nigeria, qui a fait montre de sa détermination à empêcher un certain nombre d'évolutions. Par la suite, l'interventionnisme de la CEDEAO s'est révélé moindre, mais ça fait un certain nombre d'années que l'organisation est très active. On parle très peu du cas de la Gambie, mais notamment, elle a été, cette organisation sous-régionale, extrêmement importante dans le type de transition qui s'est fait. C'est aussi une organisation qui est très présente en Guinée-Bissau
depuis de nombreuses années. Le dossier sur lequel elle a été en retrait, voire en situation d'échec, c'est précisément celui de la crise sahélienne et du Mali, puisque son manque d'efficacité a notamment abouti à la création d'une nouvelle organisation qui est le G5 Sahel, qui s'est inscrit en marge de la plus large architecture africaine de paix et de sécurité qui existe dans le cadre de l'Union africaine. Alors, janvier 2013, intervention française au Mali. Le 2 février de mémoire de la même année, François Hollande va à Tombouctou. Il est reçu dans la liesse populaire. Il dit que c'est le plus beau jour de sa carrière politique. Donc, un sentiment pro-français très fort. Et aujourd'hui, des critiques sur la France, des critiques. Qu'est-ce qui n'a pas allé? Est-ce qu'il ne fallait pas faire cette intervention? Ou, une fois qu'elle a été faite, qu'aurait-il fallu faire pour ne pas subir ce qui apparaît comme un enlisement pour certains, et en tous les cas, des critiques à tel point que, au sommet de Pau, le président Macron a dit « si vous voulez pas qu'on reste, on peut partir ». Donc on voit qu'il y a des critiques de la position française alors qu'elle a été accueillie dans la liesse. Est-ce que c'est le destin des interventions militaires, même de libération, d'être vues comme des opérations plus impopulaires au bout du temps? Alors, c'était la réponse que j'allais vous faire dans un premier temps. En effet, des interventions militaires qui se prolongent dans la durée sont rarement perçues de manière positive par les populations de l'État concerné. Mais plus largement, il y a une grande différence, à mon avis, entre la première intervention de la France, qui s'est effectivement opérée dans le cadre de cette intervention dite Serval, et celle qui s'est faite dans une deuxième période, qui est l'opération Barkhane, qui a élargi à la fois les objectifs, mais également la couverture géographique de la présence française. Les objectifs de la première intervention Serval en 2013 étaient très clairs. Il s'agissait de stopper l'avancée de groupes terroristes très clairement identifiés qui menaçaient la capitale Bamako elle-même, ce qui s'est fait avec succès avant que la France ne passe le relais à la mission africaine, à la mission d'intervention sous conduite africaine, puis à la mission des Nations Unies. Mais il a été décidé d'élargir au niveau sous-régional l'opération Serval pour la transformer en opération Barkhane qui couvre maintenant 5 États et non pas seulement le Mali, ces 5 États étant la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, en plus du Mali. Cela a permis également de rationaliser le dispositif militaire français, notamment en y intégrant l'opération Épervier. Et ce qui interroge aujourd'hui, c'est la question des objectifs poursuivis par cette opération. C'est-à-dire que les objectifs d'un point de vue militaire sont clairs. Il s'agit en effet de combattre les groupes armés terroristes dans toute cette zone qui est immense, mais on ne voit pas très bien à quel projet politique ou à quel objectif politique répond cette opération. Et aujourd'hui, si de nombreuses neutralisations ou éliminations de terroristes sont annoncées, on constate que l'insécurité gagne en importance. On n'a qu'à se reporter malheureusement à la nouvelle carte du Quai d'Orsay pour la région, qui est quasiment rouge intégralement, ou se reporter tout simplement à la triste attaque des personnels humanitaires à Kouré. Mais diriez-vous qu'il aurait fallu faire Serval et partir juste après ? Alors, c'est très compliqué de refaire effectivement l'histoire. Beaucoup estiment que ce qui s'est produit a été une incapacité à s'adapter à l'évolution du contexte stratégique lui-même. C'est-à-dire que la situation n'est plus du tout aujourd'hui, et de cela depuis quelques années, elle n'est absolument plus celle qu'elle était en 2012, où on avait, pour simplifier, des groupes armés qui s'étaient mis sur pied en conséquence de l'opération française
et britanniques en Libye, puis qui s'était coalisé avec des groupes terroristes en provenance de l'Algérie. Donc l'insécurité était centrée sur le nord du Mali. Cette insécurité, elle s'est étendue tout d'abord au centre du Mali, qui constitue aujourd'hui vraiment l'épicentre de la crise, mais elle a débordé aussi sur les autres États. Donc la question de l'emprise territoriale élargie de l'opération était juste en réalité, puisqu'on voit bien que le danger a débordé le seul cadre malien. Mais là où il y a eu une difficulté, et qui perdure à mon avis aujourd'hui, est la difficulté à se rendre compte, ou en tout cas à prendre en considération les autres dimensions de cet environnement sécuritaire, parce qu'au-delà de la simple menace terroriste, il y a également une aggravation des relations intercommunautaires qui se manifeste notamment par la mise sur pied de groupes d'autodéfense et de milices communautarisées. Il y a également une grande criminalité qu'il ne faut surtout pas confondre ou assimiler au phénomène djihadiste. Il y a également des débordements et des exactions commises par les forces armées de la région elle-même. Et il est compliqué de considérer que face à l'ensemble de ces phénomènes, sur lesquels s'est surajouté la crise politique malienne avec cette insurrection populaire, il est difficile de considérer que l'instrument militaire peut répondre à l'ensemble de ces problématiques. Alors oui, effectivement, on dit surtout que c'est l'État qui est défaillant, manque d'école, manque de justice, des exactions des militaires. Et du point de vue français, c'est toujours le dilemme. Faire pression sur l'autorité, c'est faire preuve d'ingérence et d'être critiqué pour le faire. Et s'accommoder de la situation, c'est faire preuve d'indifférence et donc du coup accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Comment la France peut agir pour sortir de ce qui paraît être une impasse entre les accusations d'ingérence ou de complicité avec des choses peu acceptables? Alors, justement, votre remarque me rappelle le slogan du gouvernement français en 1997, donc sous le gouvernement de Lionel Jospin, qui voulait faire en sorte que la politique africaine de la France soit inscrite dans une non-ingérence sans indifférence. Et on s'aperçoit que presque 25 ans plus tard, on est en effet toujours pris entre ces deux options qui sont particulièrement difficiles à tenir. La voie est très étroite pour la France qui, d'un côté, est systématiquement accusée en effet de néocolonialisme lorsqu'elle se fait trop présente, mais effectivement accusée à l'inverse d'abandonner ses anciennes colonies lorsqu'elle s'en retire. Aujourd'hui, la France reste très présente, c'est le choix diplomatique qui est fait, mais la difficulté qui se pose, c'est que elle est non seulement rejetée parce que sa présence se prolonge, comme je le disais, mais aussi parce qu'elle est associée à un type d'État qui est considéré comme ayant failli à tous les égards, en termes de démocratisation, en termes d'éducation, vous le disiez, mais aussi en termes de développement, en termes d'urbanisation, en termes de décentralisation. Ce à quoi on assiste en réalité aujourd'hui, c'est un contexte insurrectionnelle généralisée avec des insurrections qui se déclinent de manière différente. Des insurrections indépendantistes au nord du Mali, des insurrections djihadistes ou des insurrections populaires, puisqu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui au Mali, mais il ne faut pas oublier qu'en 2014, c'est le président Compaoré qui avait été renversé. Alors le Burkina qui a été un peu à l'abri et qui est de plus en plus dans la tourmente par rapport à ces différents groupes armés. Alors le Burkina, en effet, c'est le pays qui est le plus concernés par le phénomène des déplacés. Il y a aujourd'hui plus d'1 million de déplacés sur le territoire du Burkina Faso. Ce sont les populations qui sont les premières victimes des différents acteurs de violence dont je parlais tout à l'heure. Au Burkina Faso se pose notamment le problème, outre celui des attaques terroristes et djihadistes, celui des groupes qu'on appelle Keogel Waougo,
qui ont été mis sur pied par les communautés elles-mêmes parce que les forces armées ne parvenaient pas à les défendre. Et ces groupes se rendent coupables d'exactions, mais aussi de violences, souvent très spectaculaires. On a eu le cas d'une vidéo qui montre un enfant petit de 5 ou 6 ans attaché avec les mains autour d'un bâton au-dessus du sol de 2 ou 3 mètres parce qu'il avait simplement volé 10 000 francs, 5 000 francs CFA. Et donc on s'aperçoit que cette violence s'étend à l'ensemble de la société et elle est par ailleurs institutionnalisée dans la mesure où ces groupes d'autodéfense ont été pour partie reconnus par une loi qui s'appelle Loi pour les volontaires de la défense de la patrie qui institutionnalise un certain nombre de leurs pratiques. Alors, le centre d'études stratégiques de Tombouctou avait fait une étude qui a été dévoilée, vous y étiez au forum de Bamako l'an dernier, disant que la mobilisation des groupes armés, que l'on qualifie rapidement de djihadistes, souvent l'aspect religieux n'était pas l'aspect principal pour la mobilisation, mais que très souvent c'était la recherche d'un statut ou la recherche de moyens de subsistance qui faisait que des jeunes étaient attirés dans ces groupes armés qui mettaient en cause, bien sûr, la sécurité et l'autorité de l'État. Alors, en effet, les motifs de mobilisation sont très variés, très divers. Moi, je ne suis pas spécialiste des groupes terroristes, mais ce qui est fondamental de voir, c'est tout d'abord que ce sont des acteurs politiques qui ont souvent un projet à proposer, donc certains peuvent adhérer aussi au projet politique qu'ils proposent, mais ce sont aussi pour certains d'entre eux des acteurs qui se présentent comme des régulateurs, comme des médiateurs au niveau local, qu'il s'agisse de contribuer à la régulation de la gestion des ressources naturelles, par exemple l'accès à ce qu'on appelle les bourgoutières dans la zone du delta du Niger, en régulant le droit de passage, notamment des cheptels, sachant l'importance symbolique que constitue la possession de ce bétail pour certaines catégories sociales considérées comme aristocratiques dans les sociétés sahéliennes, mais également la régulation de différents, de plus petits niveaux, ou encore la protection contre certains acteurs. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis environ 1 mois ou 2, le GSIM, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est dirigé par le Touareg Iforas Yadak Gali et dont fait partie le groupe d'Amadou Koufa, fait aujourd'hui office de médiateur dans les querelles entre Peul et Dogon dans le centre du Mali. Donc, ce genre d'intervention peut aussi justifier, si ce n'est une adhésion, en tout cas, la tendance à se placer sous la protection de ces groupes. Ceci montre que la solution à ces conflits n'est pas seulement militaire, mais qu'elle est avant tout politique, et c'est avant tout la restauration d'un État régalien qui peut conduire à une issue. Alors, la réponse à l'évidence ne peut pas être uniquement militaire, mais elle doit l'être en partie. Mais la question se pose de savoir ce que l'on entend par militaire. C'est-à-dire que, oui, l'intervention militaire, ça signifie avoir une efficacité au combat et avoir des résultats sur le terrain. Mais le renforcement des capacités militaires, ça signifie aussi réformer la gouvernance de ces appareils. On a vu au Mali et encore plus au Niger que des scandales viennent d'éclater à propos des détournements des budgets de la défense qui sont faramineux, ce qui est particulièrement choquant dans un contexte où des soldats vont se faire tuer, sont sacrifiés sans étant dotés ou équipés correctement. La question du respect des droits de l'homme fait également partie des compétences militaires. C'est la question du professionnalisme. Se pose aussi la question de la condition des soldats déployés, puisque la plupart d'entre eux, en prime de risque, gagnent entre 5 et 10 euros. Mais au-delà de cet instrument militaire, on voit aussi que l'instrument policier, que la chaîne pénale sont appelés à jouer un rôle absolument majeur. Comment trouver les coupables de l'attaque de Kouré, en se limitant à neutraliser des éléments qu'on trouverait. Non, on voit bien qu'il y a des réseaux à démanteler et des poursuites pénales à engager. Le rôle de l'instrument de renseignement est aussi essentiel. Donc vous voyez que déjà, uniquement sur la palette des instruments
sécuritaire, les outils sont très vastes. Bien entendu, tous ces instruments militaires ne peuvent être mobilisés qu'à l'appui d'une approche politique. Une approche politique, ça ne signifie pas nécessairement d'engager des négociations au plus haut niveau, ça signifie aussi de voir à des niveaux plus locaux quelles sont les marges de négociation qui sont possibles. Et c'est là que je ne vous rejoindrai pas nécessairement en ce qui concerne cette question du renforcement de l'État. La question aujourd'hui est celle de savoir s'il n'y a pas une reconfiguration en réalité des espaces sur lesquels s'exerce l'autorité des États, puisqu'on voit que de plus en plus de larges portions du territoire lui échappent. Mais ce sont des portions où de la régulation existe et s'est introduite. Donc est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas vers la renégociation d'un certain contrat social plus que vers la restauration de l'autorité de l'État? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Et on va conclure ainsi. Merci beaucoup Nayeli Bakarikos pour cet éclairage sur la situation au Mali et plus largement au Sahel. Merci énormément de cette discussion. Merci à vous.